Alors, il faut évidemment qu'on reparle de la Fed. Pourquoi? Parce que les marchés considèrent que Jérôme Powell n'en fait pas suffisamment pour enrayer la hausse des rendements souverains américains qui, de nouveau, dépassent la barre aujourd'hui des 1,60% sur le 10 ans US. Bonjour Véronique. Bonjour David. Véronique Riche-Flores, économiste et présidente du cabinet RF Research. Pourtant, quand on écoute Jérôme Powell, quand on écoute ses propos qu'il a pu tenir, ils sont quand même assez clairs. Il nous dit la hausse des taux longs est significative, donc voilà, dont acte. Nous n'allons pas surprendre les gens avec ça. Il parle des hausses de taux à venir et la hausse de l'inflation est provisoire. Pourquoi ce n'est pas suffisant pour calmer, loin s'en faut, les marchés obligataires? Je l'ai dit, on est de nouveau au plus haut 1,60 sur le 10 ans. Est-ce que la Fed donne vraiment, fondamentalement, au-delà de ce que pensent les marchés, le sentiment de ne pas être préoccupé par ce qui se passe encore une fois sur les taux souverains? Il y a vraiment de la nonchalance de la part de Jérôme Powell, comme l'accusent quelque part un petit peu les marchés? Je pense qu'il y a surtout beaucoup de difficultés à affronter une situation qui n'est pas simple. Quel est le problème ou quelles pourraient être les réponses? La Fed pourrait considérer qu'effectivement ces hausses de taux sont normales vu l'amélioration des perspectives de croissance. C'est la fin de l'épidémie envisagée partout à travers le monde, doublée des politiques de relance, de soutien à la reprise et des perspectives de croissance qui sont très fortes. Il suffit pas de faire grand-chose d'ailleurs pour avoir des chiffres très très élevés en termes de croissance du PIB pour 2021, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs. Donc face à ce contexte-là, vous pouvez dire on assume, les taux remontent, c'est normal, il faut qu'on accompagne ce mouvement-là et qu'on change le curseur de notre politique monétaire. Donc on arrête les politiques quantitatives et puis non, mais il n'a jamais dit ça. Non. Il a juste dit, oui, effectivement, les taux longs remontent parce que la situation économique s'améliore, ce qui est vrai parce que 2020 était absolument atroce. C'est un message positif. Il ne fallait pas dire ça parce que le message est plutôt optimiste, non? Le message est optimiste, mais si vous prenez acte que la hausse des taux futurs, c'est-à-dire les taux d'intérêt anticipés par le marché à terme, remontent et que vous ne faites rien en disant, eh bien, c'est plutôt rassurant, mais nous, on ne va rien faire, ça pose problème. C'est-à-dire que effectivement, mais il n'a pas dit, nous, on ne va rien faire. Il n'a pas dit ça comme ça. Non, il n'a pas dit ça comme ça. Je vous donnais les deux options. Donc, pardon. Allez-y. Soit on a des perspectives qui s'améliorent et on considère qu'on va changer la politique monétaire parce que c'est normal, parce qu'il y a moins de raisons d'avoir ce soutien extraordinaire de la politique quantitative. Dans ce cas-là, vous encourez quel risque? De donner raison au marché et d'accélérer les anticipations à la hausse des taux. Donc, et on le sait, on a une économie des économies surendettées, donc c'est un risque majeur. Soit vous prenez l'autre option qui est plutôt la sienne, et dire oui, c'est pas très inquiétant, à court terme ça peut paraître spectaculaire, mais on n'est pas inquiet sur l'inflation, donc il n'y a pas de raison qu'on change notre politique monétaire. Soyez rassurés, on ne va rien faire. Et auquel cas, s'il y a de bonnes raisons économiques pour justifier que les taux remontent, les taux futurs remontent, alors la Fed apparaît derrière la courbe et elle risque de créer une spirale à la hausse des taux parce qu'elle ne sera pas au rendez-vous. On est dans cette configuration-là aujourd'hui? Tout à fait. Je pense qu'on est en plein dans ce dilemme-là, sachant qu'effectivement, que ce soit la Fed ou la plupart des économistes ont beaucoup de difficultés à jauger la reprise, son timing, mais on commence à avoir quand même des idées un peu plus claires. Ce qui est beaucoup plus difficile, effectivement, c'est qu'on constate une montée de l'inflation ou des anticipations d'inflation du côté industriel, la partie qui va plutôt bien de l'activité et qui devrait être soutenue par les politiques schumpeteriennes, le verdissement des politiques budgétaires, etc. Et puis l'autre pan considérable de nos économies, qui sont les services, dans lesquels on a perdu énormément d'emplois. On sait qu'on va en perdre probablement de manière structurelle et pas retrouver les niveaux d'emploi passés. Donc des pressions déflationnistes qui peuvent s'exercer à ce niveau-là. Et vous êtes au milieu du game à ne pas savoir encore quelle attitude adopter. Donc tout ceci est très complexe, on le comprend, et on comprend également que les marchés voient un peu midi à leur porte, c'est-à-dire là où ça se passe bien, là où les signaux sont plutôt encourageants, c'est l'industrie, et laisse plutôt de côté la partie plus préoccupante. Mais qu'est-ce que les marchés, dans le fond, attendaient comme réaction et comme propos de la part de Jérôme Powell? Et qu'est-ce qu'il aurait pu dire pour rassurer les marchés? Il aurait dû dire que
dès maintenant que la Fed ferait tout ce qu'il faut pour enrayer la hausse des taux souverains. Il aurait dû dire ça, mais c'est peut-être un petit peu tôt, serait non? absurde. Et vous voyez qu'il y a très peu de temps encore, il y avait pas mal d'analystes qui attendaient à ce que la Fed intervienne, par exemple, sur la courbe des taux, pour empêcher que la partie longue des taux d'intérêt remonte trop rapidement. Alors, elle aurait pu, par exemple, concentrer ses achats sur la partie la plus longue de la courbe des taux pour contrer les marchés. Mais vous ne pouvez jamais contrer complètement le marché. Quand il y a de bonnes raisons pour des hausses de taux, eh bien, si celles-ci ne peuvent pas s'effectuer sur le 10 ans, elles iront s'effectuer sur le 30 ans. Et donc, finalement, il y a effectivement un contexte qui est très complexe. Et puis, de l'autre côté, vous avez ceux qui disent, bah non, mais il faudrait que la Fed nous annonce un resserrement à venir de la politique monétaire. Donc, on a en fait les deux options qui sont complètement incohérentes, qui racontent deux choses complètement différentes. Ouais, enfin, le résultat, pardon, Véronique, c'est que d'un côté, on a Jérôme Powell qui semble assez serein, qui ne panique pas, et des marchés obligataires qui, eux, paniquent. Qui a raison dans le fond? Alors, est-ce que les marchés obligataires paniquent? 1,60, bien évidemment. Ça paraît très élevé par rapport à la situation d'il y a 6 mois. Si vous prenez un petit peu de recul, on revient ne serait-ce que 2 ans en arrière, c'est-à-dire durant toute une période au cours de laquelle on n'avait pas eu de Covid, on avait une croissance relativement robuste, rappelez-vous, il y a quand même un optimisme très solide, et on avait des taux d'intérêt plus élevés qu'aujourd'hui. Donc, finalement, on normalise une situation Ouais, qui mais on avait normalise un été... petit peu trop vite. On normalise rapidement, mais j'ai presque envie de dire de manière assez cohérente avec les anticipations, sur le front de la vaccination, et les anticipations de croissance. On ne peut pas avoir de reprise, même sans qu'elle soit spectaculaire, mais de reprise mécanique et de rattrapage sans ajustement des taux d'intérêt. Toute la difficulté étant qu'on le sait, on a vécu à crédit, et encore plus avec la crise sanitaire, et que cette hausse des taux d'intérêt risque de faire très mal, à la fois sur les agents qui auront besoin de s'endetter, et les entreprises en tout premier lieu, mais les États également encore, et les marchés financiers, potentiellement, la partie notamment la plus à risque des marchés d'actions. Mais ça pourrait s'emballer ou pas sur les taux souverains américains? On a ce plan de relance de Joe Biden qui a passé ce week-end, qui est passé sous les fourches codines et c'est qui a été validé d'ailleurs pour le coup par le Sénat, qui va repasser par la Chambre des représentants. Est-ce que c'est de nature à contribuer pour le coup à amplifier le mouvement à la hausse qui, encore une fois, si on est à 2% d'ici 10 jours, c'est plus la même histoire, hein. Tout à fait. Ça commence à ne plus être la même histoire et les chances qu'on aille très vite parce qu'effectivement, une fois que ce plan sera adopté, on a une configuration, si vous voulez, c'est pas comme si le plan avait été adopté il y a 3 mois en plein relance de l'épidémie. Là, on a c'est pas un alignement très favorable des planètes pour les marchés obligataires, mais on a quand même plutôt, du point de vue économique, à la fois une épidémie qui cède du terrain, un plan de relance qui va arriver sans doute assez rapidement et qui devrait être suivi d'initiatives plus structurelles, notamment sur les infrastructures, donc de nouvelles jambes de politique de relance qui correspondent au plan réellement des démocrates. Donc il n'y a rien d'aberrant, Véronique, donc il n'y a rien d'aberrant à ce qu'on ait les taux longs américains à 2% quelque part en 2021? Absolument. Il n'y a rien d'aberrant. C'était d'ailleurs ma prévision pour la fin de l'année. Alors, sauf que ça va toujours un peu plus vite qu'attendu et que la question, effectivement, c'est comment est-ce qu'on peut faire face? Est-ce que les marchés peuvent digérer cette hausse des taux? Le marché immobilier également? Ou est-ce qu'on va avoir des forces de rappel? C'est aussi pour ça que j'ai plutôt 2% à la fin de l'année malgré tout. Et on peut aller assez vite et puis que ça corrige derrière parce qu'effectivement, je pense qu'à la fois les marchés et l'économie risquent de marquer le pas. Et puis la Fed réagira. Elle a sa prochaine réunion pour le coup la semaine prochaine, hein, c'est mercredi. Tout à fait, ça va mardi, être mercredi. Très important, bien évidemment, comme toujours. On peut imaginer qu'il amende un peu son discours et qu'il envoie de nouveaux signaux pour le coup au marché, Jérôme Powell? Je pense qu'ils vont être amenés à amender leur discours, tout simplement parce que vous interrogez n'importe quel économiste aujourd'hui, il prévoit un scénario de taux d'intérêt à terme plus élevé qu'il y a 1 an ou 6 mois.
Et les membres de la Fed vont nous faire part de leurs prévisions individuelles, leurs scénarios, leurs dots, et que probablement on commencera à avoir des mouvements, c'est-à-dire que ce sera peut-être pas pour cette année, mais à horizon 2022-2023, des taux rehaussés. Et ça, c'est une façon de communiquer aussi de la Fed, plus ou moins, alors qui sera plus ou moins renforcée par la communication de Jérôme Powell lui-même, hein, mais qui devrait commencer à instiller l'idée que si les choses se passent comme prévu, on devrait avoir des niveaux de taux d'intérêt qui, effectivement, se renormalisent un petit peu. Et ça impliquerait quoi, pour le coup, pour les marchés, s'il dit ça? Ça sera de nature à les calmer ou justement à accélérer le mouvement haussier? Vous avez les deux possibilités, c'est-à-dire que dans un pas la même premier chose, temps, hein. ça peut accélérer la hausse des taux, puisque ça valide finalement un scénario qui est joué par les marchés. À savoir De la l'autre Fed est côté, en retard. voilà. Et à l'inverse, si la Fed ajuste sa politique et reste dans les clous, on est moins inquiet sur le risque inflationniste à plus long terme. Donc peut-être que les 30 ans retiennent du terrain. Bon, résultat, on se quitte là-dessus, Véronique. La volatilité va rester de mise, a priori, sur le marché obligataire dans les prochains jours, notamment à l'arrivée, enfin à l'annonce de cette prochaine réunion de la Fed de la semaine prochaine. Exactement, tout à fait. Bon, on en reparlera. Jusqu'au jour où Ouais. on aura des retombées économiques négatives, potentiellement, ça restera plutôt... Eh oui, parce qu'après ces hausses de taux souverains, elles se répercutent après dans l'économie réelle au travers de l'investissement, du marché immobilier. Et donc, effectivement, c'est... Voilà, c'est un jeu d'équilibre qui est assez difficile à prévoir, bien évidemment, et on imagine bien que pour un banquier central, il faut remettre ça dans la perspective d'où on vient, hein, pour des politiques quantitatives quand même tout à fait inédites et encore très très actives. Donc le passage là est difficile, c'est évident. On était où juste, on finit là-dessus, on était où sur le 10 ans américain juste avant le début de la crise? Effectivement, parce que vous me disiez, on était au-dessus d'aujourd'hui, en février 2020. Au doigt mouillé, hein. Parce qu'on était sur au doigt mouillé. Alors, si vous me dites on est à 1,60 aujourd'hui, on n'était plus beaucoup au-dessus. Janvier, on était à peu près 1,80. 1,80, 1,90. Bon, Donc, merci en tout cas. On comprend bien le 2%. Hein. Et encore une fois, pour moi, c'est plus une question de vitesse que de niveau. Parce que le niveau, effectivement, on revient juste un an en arrière. Le problème, c'est qu'on a pris, là pour l'instant, 70 points de base en 2 mois. Oui, regardez la vitesse à laquelle on a baissé en février-mars. Bon, merci beaucoup en tout cas. Explication signée Véronique Riche-Flores, économiste et présidente du cabinet Ref Research. Bonne journée, merci Véronique. Bonne journée David, au revoir.